Donc bonjour à tous, on va reprendre donc ici à 10h30 maintenant. Donc l'accélération du traitement des données, une atteinte à la vie privée. Et je vous laisse présenter. C'est là. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette deuxième conférence, on va vous parler de la data. Donc la data, c'est quoi exactement? C'est toutes les données personnelles que vous pouvez donner aux entreprises. Donc ça peut aller de votre nom, prénom, jusqu'à suite d'activité sur les réseaux sociaux par exemple, donc avec du contenu que vous pouvez partager. Et également du coup ça amène les entreprises d'en savoir vraiment beaucoup plus sur vous et votre personnalité. Donc aujourd'hui on s'est posé un peu la question de comment l'accélération de ces datas avait un impact et justement est-ce que c'était une atteinte à notre liberté. Donc aujourd'hui les entreprises vraiment se basent vraiment sur la collecte de données, comme j'ai pu vous le dire. Donc le but c'est vraiment de récolter un maximum de données sur vous pour pouvoir vous présenter des offres adaptées à ce que vous voulez et vous pousser également un peu à la consommation. Donc par là on entend une hyper personnalisation des offres. Et du coup, par conséquent, ça leur donne un certain avantage sur le marché. Ça permet aussi de donner aux plus grosses entreprises de pouvoir encore plus grossir. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc demain, je me rends dans un supermarché. Donc j'arrive à la caisse, je me crée un compte fidélité. Donc je vais renseigner des données, donc comme nom, prénom, et ça peut aller jusqu'à savoir si je suis en couple, dans quel type de foyer j'habite, l'âge que j'ai également, qui va impacter également sur ma consommation. Donc par rapport à ça, donc, du coup toutes ces données-là, donc avec tout ce que je vais acheter, tout ça va être stocké donc, sur des serveurs. Donc les serveurs, c'est là où on va tout centraliser donc, dans des data centers, où ces données elles vont être gardées, elles vont être numérisées, elles vont être triées. Et donc du coup par conséquent, on aura un maximum d'informations sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes et sur ce que vous aimez. Et donc du coup les entreprises, par conséquent, au moment donc elles auront analysé ce que vous avez acheté, quelle fréquence, à quel moment aussi, et donc du coup par conséquent, elles vont être en mesure de vous proposer des offres commerciales par rapport à ça, qui vont justement vous pousser à la consommation. Et derrière, ces données-là, elles peuvent également être repartagées avec d'autres entreprises. Donc c'est-à-dire, demain je me rends chez Auchan ou Carrefour, je donne mes données, elles peuvent les redonner à d'autres entreprises via des partenariats qui existent entre certaines boîtes. Donc du coup, au final, vos données, vous les passez à une entreprise et au final, elles peuvent être réparties via différents canaux. Donc, entre guillemets, la question qui se pose un peu, c'est, ok, bah, du coup, les grosses entreprises, elles ont de plus en plus de données. Est-ce que c'est pas justement leur donner un avantage concurrentiel par rapport aux plus petites boîtes, qui elles auront peut-être un peu plus de mal à créer des partenariats ou à récolter justement ces fameuses données? Également, ces données, comment ils les ont? Elles sont gratuites, on leur donne. Sans vraiment le savoir des fois, mais on leur donne. Donc est-ce que nous, on n'est pas un peu le produit au final de tout ça? Et est-ce que nous, du coup, sans nous, qu'est-ce que justement feraient ces entreprises sur le marché? Donc tout ça, c'est assez réglementé. D'où la question de se dire, donc, du coup, donc, tout ça a commencé en 1974 avec le projet Safari. Donc le but de ce projet Safari, c'était de récolter de grosses bases de données de la population. Donc l'INSEE, par exemple, la sécurité sociale. Et ça fait un peu un scandale, justement, par rapport à la population qui n'acceptait vraiment pas ça. Les données n'étaient pas assez réglées. Et donc du coup, d'où l'apparition de la CNIL en 1978. Donc c'est la Commission nationale informatique des libertés. Donc globalement, la CNIL, elle est là pour surveiller un peu, pour justement réglementer un peu toutes les données personnelles envers les entreprises. Donc leur premier rôle, par exemple, ça va être de nous sensibiliser et nous accompagner justement à connaître nos droits et justement ce qu'on peut partager, ce qu'on peut ne pas partager. Ensuite, au niveau entreprise, elle va aussi être là pour les accompagner, donc à ce que ce soit un peu plus réglementé, mais également à les sanctionner si ces fameuses règles sont pas prises en compte. Et leur dernier rôle également, ça va être d'anticiper. On m'entend là? Enfin, on m'entend. Ouais, Flo. Et donc du coup, le dernier rôle, ça va être aussi d'anticiper l'évolution du marché. Forcément, c'était pas pareil il y a 10 ans, ce sera pas pareil dans 20 ans. Donc du coup, par rapport à ça, donc il y a une certaine limite entre guillemets, c'est que la CNIL, ils ont 200 collaborateurs actuellement. Au vu du nombre d'entreprises et au vu du marché comment ça évolue, est-ce que c'est assez suffisant justement ce nombre de personnes pour pouvoir avoir un contrôle justement sur tout ça? Et aussi, là, donc, du coup, le deuxième truc, c'est dans les années 2000, il y a un étudiant en Amérique qui a eu quelques formations par rapport à ça, donc par rapport à tous ces règlements qu'il peut y avoir. Il a repéré 22 infractions sur
c'est là est apparue la RGPD. Donc la RGPD, c'est le Règlement général de la protection des données. Donc c'est une loi européenne qui vient un peu en complémentarité de la CNIL. Donc le rôle, entre guillemets, c'est que, donc au moment où vous allez accepter des cookies par exemple sur Internet, c'est que vous puissiez justement refuser simplement, accepter simplement, aussi savoir de ce qu'ils vont faire de vos données, à qui elles vont être transmises, combien de temps elles vont rester dans leur base de données, et également que toutes ces données justement, il y ait une certaine traçabilité par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CNIL, comme l'a dit Florian, c'est 200 collaborateurs et ils sont intervenus sur 318 fois en une année. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est 318 en une année pour 200 collaborateurs, c'est quand même assez faible. Et les personnes où ils sont intervenus, c'est souvent des petites boulangeries, des supermarchés ou pas très grands. Ce n'est pas des grosses entreprises et ils n'ont pas vraiment défendu, on va dire, contre les gros. Donc du coup, pour un petit peu illustrer l'enjeu de la liberté, nous allons prendre un exemple assez simple. Imaginons que vous voulez acheter le film Shining de Stanley Kubrick. Vous allez vous rendre sur Amazon, vous allez regarder la fiche du produit. Ensuite, vous allez mettre l'article dans votre panier, vous allez le commander. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous allez avoir plusieurs suggestions d'achat sur Amazon, donc d'autres films de Stanley Kubrick, mais aussi d'autres films du même style que Shining. Et également, vous allez recevoir un mailing vous proposant des objets, des goodies, donc comme des mugs, des peluches, des caleçons, des chaussettes, en relation avec l'auteur ou avec le film. Donc là, avec les algorithmes, on peut remarquer qu'avec la croissance de la big data, un profilage massif et constant va créer un... Pardon, va créer une société de surveillance. Suite à ces évolutions, la surveillance ciblée va devenir une surveillance globale en créant des profils types et les algorithmes vont pouvoir du coup prédire les comportements des consommateurs. Donc on va reprendre un exemple avec La Redoute par exemple. Il y a 10-15 ans, pour pouvoir commander des articles chez La Redoute, on recevait un gros catalogue, on faisait notre bon de commande et on envoyait le bon de commande chez La Redoute. Et donc du coup, pour saisir toute la donnée personnelle, ça mettait beaucoup plus de temps et c'était beaucoup plus compliqué parce que l'entreprise ne voyait pas entre quel et quel produit vous hésitiez ou ce que vous vouliez commander de base. Alors que maintenant, vous allez sur Asos, vous regardez 2 robes noires, on va vous en proposer une 3e tout de suite. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une rapidité de prise de données sur vous qui est beaucoup plus rapide qu'il y a 10-15 ans. Et donc du coup, pour les décideurs, ces données sont un peu un fantasme de tout savoir. L'espoir que ces données puissent vous donner réponse à tout et également l'illusion que tous les risques vont pouvoir mathématiquement être éliminés. Donc du coup, à partir de là, on peut se poser des questions. Où est notre liberté ? Sommes-nous libres de nos choix ? Parce que, par exemple, vous allez acheter une peluche de Stanley Kubrick alors que vous n'y aurez jamais pensé. C'est parce que vous vous êtes fait influencer, parce que vous avez reçu les mails. C'est un tas de questions qu'on peut se poser. Également, les entreprises, les sites internet ont pour obligation d'avoir votre consentement pour utiliser vos données personnelles. Donc sur les sites internet, ça va passer par l'autorisation des cookies. On a remarqué qu'autoriser l'utilisation des cookies, c'est assez simple. En 2 secondes, c'est fait. Vous appuyez sur autoriser et c'est bon. Mais par contre, pour les refuser, c'est plus compliqué. Il faut lire le règlement intérieur, les conditions générales. Il faut décocher plusieurs cases. Donc ça, c'est assez difficile. Et donc du coup, vous avez un droit, vous avez 2 droits, vous avez un contrôle un peu sur ça, sur vos données. Donc vous avez le droit d'opposition, donc qui va vous permettre de refuser le fait que vos données personnelles soient utilisées par un organisme, mais pour un objectif précis. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous allez devoir justifier pourquoi vous ne voulez pas qu'on utilise vos données personnelles. C'est uniquement pour la prospection commerciale où là, vous pouvez dire non, je ne veux pas qu'on utilise mes données sans justifier.
et également le droit d'accès. Donc il vous est possible de demander à un organisme s'il détient des données sur vous et s'il peut vous les communiquer. À partir de là, vous allez pouvoir demander à ce qu'on supprime certaines informations ou à ce qu'on les modifie. Et si jamais vous trouvez que l'organisme vous a envoyé un document incomplet, là vous pouvez saisir la CNIL qui sera un petit peu votre avocat et qui appuiera votre demande pour que l'organisme vous envoie un dossier beaucoup plus complet. Donc on va se pencher un peu au niveau du marché du big data. Donc on voit qu'il y a une nette évolution entre 2015 et 2020. Donc 2015, on était à peu près à 122 milliards de dollars estimés dans tout le monde en revenus. Et ça a doublé justement d'ici 2021. Et ça risque encore d'augmenter de 30% d'ici fin 2022. Donc on voit vraiment que c'est un marché en pleine expansion, notamment dû à de nombreux facteurs, comme un nombre de données qui sont beaucoup plus générées par seconde, l'augmentation l'amélioration des nouvelles technologies, donc comme l'intelligence artificielle par exemple. Donc voilà. Et donc du coup, par rapport à ce marché, 50% de ces revenus sont générés par les États-Unis, à peu près 20% par la Chine. Donc on voit que c'est quand même deux gros acteurs justement de ce marché-là. Une question qui peut se poser aussi, c'est la France, pourquoi est-elle si bas? C'est aussi par les réglementations qu'il y a et qui sont un peu plus, on va dire qu'en Chine, aux États-Unis, elles sont un peu plus souples par rapport à ça, même si les réglementations en France sont sans cesse en train d'évoluer, car du coup les entreprises essaient de trouver justement des solutions pour pouvoir contourner un peu ces règles. Et donc du coup la CNIL, la RGPD justement s'adapte à chaque fois au fur et à mesure. Donc il y a trois gros acteurs un peu sur le marché. Donc il y a Amazon par exemple qui a développé sa propre plateforme d'hébergement, donc Amazon Web Services. Il y a Apple avec Siri, donc ça utilise beaucoup l'IA aussi par rapport à ça. Et Google. Donc Google, ils ont leur propre plateforme et où du coup ils génèrent un maximum de données qu'on peut leur donner via nos ordinateurs, via nos comptes, etc. On va faire un petit focus justement par rapport au marché en France. Donc le marché en France, c'est 1% de ce qui est estimé mondialement actuellement. Donc on a 2,2 milliards d'euros en 2020. Le nombre d'acteurs tend à croître également. En 2019, on était à peu près à 300 acteurs. Aujourd'hui, on atteint quasiment les 400. Donc ça évolue pas mal. Par rapport à ça, on peut identifier 5 différents segments de marché où l'analyse et l'intelligence prend le devant là-dessus. Donc notamment avec le développement des IA, aussi le data mining, qui sont de plus en plus populaires justement dans ces marchés. Alors, avec tout ce marché de la big data, on en arrive à comment traiter ces données. Alors, il y a quelque chose qui a été mis en place, c'est le machine learning. Le machine learning, assez simplement, c'est un algorithme où on rentre des caractéristiques pour identifier une image. Je vais vous prendre cet exemple avec la voiture. On va lui mettre des caractéristiques. Pour identifier une voiture, il vous faut 4 roues, des rétroviseurs, un pare-brise, peut-être un rapport de hauteur-largeur assez précis. Toutes ces caractéristiques, on va les mettre dans l'algorithme qui va nous sortir, qui va nous identifier une voiture. Ça, pour l'instant, c'est le machine learning. Mais ça a ses limites, parce que les caractéristiques, c'est l'homme qui va le faire. Donc, ça pose un problème de véracité de l'information et de fiabilité de est-ce que c'est vraiment une voiture. C'est pourquoi on est arrivé au deep learning. Et là, c'est beaucoup plus profond. Deep learning, apprentissage profond. L'université de Stanford a mis en place une banque d'images de plus d'1 million d'images où ils ont identifié l'image de voiture avec un descriptif voiture. Ce qui a permis à l'algorithme de s'entraîner lui-même et de sortir de lui-même les caractéristiques au lieu de le faire à la main. Tout ce deep learning a permis au traitement de données beaucoup plus rapide avec l'évolution des processeurs qui ont permis à que ça aille encore plus vite. Tout ça dans un traitement de tout ça pour que la donnée soit traitée beaucoup plus rapidement. Pour vous montrer un peu, chaque année, il y a un petit concours d'algorithmes. Ils s'amusent à challenger les algorithmes les uns face aux autres. On peut voir qu'en 2010, c'était uniquement du machine learning. Et en 2012, un premier deep learning est apparu. Et là, les résultats ont été beaucoup plus probants. C'est pourquoi, en 2013, tout le monde s'est mis à faire du deep learning. Maintenant, actuellement, on arrive même à quelque chose d'encore plus poussé qui s'appelle le federated learning. Vous avez tout sur vos tables, à côté de vous ou dans vos poches.
ou même en train de l'utiliser actuellement, un téléphone. Ce téléphone, il va attraper une information, la traiter, s'améliorer, la monter dans le cloud et la redescendre vers les autres téléphones. Donc chacun de vos téléphones est intégré avec un deep learning et s'entraîne les uns aux autres. Ça pose des questions de est-ce que j'ai envie que mes informations servent à tout le monde ou est-ce que j'ai envie de garder mes informations? Donc justement, par rapport à cette évolution, auparavant, on utilisait par exemple des bases de données, aussi le business intelligence pour un peu gérer tout ça. Et aujourd'hui, donc avec les solutions un peu des 5V et des data, donc qui sont répartis, on appelle ça un peu l'évolution des 5V. Donc c'est premier exemple, c'est par rapport au volume qui est généré à chaque fois de données. Pour vous donner donc le chiffre exact, c'est 29 000 gigaoctets par seconde qui sont générés dans le monde, donc par seconde, et ce qui représente 5 séries de Breaking Bad téléchargées plus de 1000 fois par seconde dans le monde. Donc on voit que c'est quand même énorme, que ça tend à croître. Il y a 10 ans, c'était 30 fois moins. Et dans les 5 prochaines années, ça va tendre à tripler. Donc, notamment avec l'évolution de la 5G, etc. Ensuite, au niveau de la variété, donc le but, c'est vraiment de croiser efficacement les données. Parce qu'au début, on pouvait avoir des données comme le nom et le prénom. Et maintenant, c'est devenu vraiment beaucoup plus complexe que ça. Ça va jusqu'à suivre ce que vous faites, connaître vos habitudes, savoir ce que vous aimez. Et donc, du coup, ça rentre vraiment, au final, dans ce que vous êtes et ce que vous faites. Ensuite, au niveau de la vélocité, donc c'est le trafic de données a augmenté, notamment avec l'utilisation des smartphones, des sites web. Et donc là, par exemple, il y a une étude qui a été faite via Statista en 2021, où ça montre un peu le trafic des données, comment ça va exploser via nos utilisations de téléphone. Donc on prend par exemple l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest. Actuellement, par personne, on a 10 gigas par mois d'utilisation de data. Dans 6 ans, on atteindra quasiment les 50 gigas par personne. Donc ça fait quand même 5 fois plus en 6 ans, ce qui est relativement énorme. Ensuite, au niveau de la valeur, à savoir que pour les entreprises, le but c'est vraiment de prendre une valeur qui les intéresse, savoir quelle valeur on va prendre, quelle valeur on ne va pas prendre en compte. Donc c'est aussi un système de ça qui est rentré en place aussi avec l'évolution du temps. Et également au niveau de la véracité, donc comme disait tout à l'heure Maxence, avec le machine learning, le deep learning, et enfin le federated learning, donc qui cesse d'évoluer, et où là justement ça permet aussi de réduire l'écart de probabilité que justement ce soit faux. Alors pour ce qui est des impacts environnementaux, un data center ça consomme beaucoup. Il faut savoir que pour refroidir des serveurs, on a besoin de grosses machines pour refroidir et ça consomme beaucoup. En plus, avec la multiplication donc, des data centers et de la 5G qui arrive et du big data constant, ça génère encore plus de data, donc plus de data centers, donc plus d'impacts environnementaux. On estime donc que c'est 3% de la consommation nationale d'électricité et c'est d'ici 2025, 20% de l'électricité mondiale. Donc ce qui équivaut, 3%, vous voyez, c'est à peu près la ville d'Angers. Un data center, ce serait la consommation de la ville d'Angers en consommation électrique. Mais ils font quand même des efforts, les constructeurs, c'est qu'ils les font dans les pays nordiques. Donc Google et Amazon ont construit des data centers dans les pays nordiques, là où il fait plus froid, pour justement refroidir plus facilement cette énergie. Donc, du coup, on vous a parlé vraiment de toutes ces évolutions qu'il y a eu. Et maintenant, on va vous parler un peu des facteurs qui vont justement influencer notre façon de penser, notre façon d'agir justement par rapport à l'acceptation de oui ou non de ces données. Est-ce qu'on veut donner ces données? Est-ce qu'on veut justement les garder pour nous? Donc un des premiers facteurs, c'est l'éducation ou la culture. Il faut savoir qu'en Inde, un des pays où il y a le plus de personnes qui utilisent Facebook, c'est aussi le pays où les gens sont moins sensibilisés, où ils postent plus de choses sans trop savoir les conséquences qu'il y a derrière. Ça soulève la question de est-ce qu'il faudrait éduquer toutes les populations? Est-ce qu'il faudrait sensibiliser une sensibilisation globale de tout le monde pour que tout le monde soit au courant des conséquences derrière? Ensuite, il y a un impact aussi au niveau de la connaissance des enjeux qu'il y a derrière. À savoir, est-ce qu'une personne qui sera plus informée, plus sensibilisée de ce qu'on va faire de ces données, est-ce qu'elle justement elle va être moins à même à justement partager ces fameuses données? Ou à contrario, une personne qui justement n'a aucune information, aucune visibilité par rapport à ça, est-ce qu'elle va justement plus facilement accepter et donc du coup peut-être être dans l'ignorance ou alors tout simplement être dans le fait d'être pour justement ce partage de données? On parle aussi de génération souvent X, de génération Y, de génération Z, et même maintenant on parle de génération alpha.
Mais en fait, tous ces facteurs de connaissance, nous on est né avec, les générations d'avant sont pas forcément nées avec et ont dû apprendre, se posent pas les mêmes questions au sujet des données et du stockage. Est-ce qu'il faudrait sensibiliser toutes ces populations une par une aussi pour savoir ces générations de la même manière comment leur aborder la chose? Un autre facteur qui va rentrer en compte également, c'est au niveau de la croyance. Donc, tout à l'heure, on vous a montré avec l'impact environnementaux que les impacts environnementaux que cela peut avoir. Est-ce qu'une personne plus sensible à l'écologie, est-ce qu'elle aura peut-être moins envie de partager ses données une fois qu'elle a appris un peu tout ça, une fois qu'elle voit justement toute la pollution qu'il y a derrière? Puis on a la classe sociale. Tout le monde n'a pas accès à l'informatique, tout le monde n'a pas accès à des téléphones, tout le monde n'a pas accès à des ordinateurs portables. Tous ces facteurs font que on n'est pas aussi à même d'utiliser de donner des données et de les utiliser. Et enfin, un dernier facteur, même si on en a beaucoup, c'est la pression sociale. Donc moi demain, étudiant, tous mes amis ont Messenger par rapport à Facebook, en sachant que Messenger récolte un maximum d'informations sur vous, parce qu'on a accepté justement ces conditions générales. Est-ce que moi, en tant que personne, j'ai pas envie justement qu'on ait accès à ces données? Du coup, est-ce que, dans un sens, est-ce que je suis pas un peu mis de côté si justement j'ai pas envie d'avoir Messenger? Et donc du coup, pas être au courant justement de toutes ces activités qu'il peut y avoir, ou des événements justement qu'il peut y avoir également en même temps. Donc du coup, globalement, le marché est en pleine expansion, le nombre de données augmente, il y a de nouvelles technologies qui se mettent en place avec l'IA, le data mining. Mais au final, où est-ce qu'on se tourne? Comment ça va se passer dans 20 ans? On a vu qu'il y a une belle évolution il y a 20 ans, donc c'est bien aussi pour nous, pour les populations. Le marché est en train d'accroître, mais où est-ce qu'on va se diriger dans 20 ans? On parle aussi de liberté. Est-ce qu'on est vraiment libre? Est-ce qu'on est vraiment sensibilisé par rapport à ça, savoir ce qu'ils vont faire de nos données? On parle du fait on puisse facilement dire non au fait qu'ils puissent utiliser nos données. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment simple de refuser des données? Est-ce qu'on peut quand même accéder au site? Plein de questions comme ça qui se posent. Et aussi, on a parlé du cadre légal. Est-ce qu'on est assez protégé face à ces collectes de données? Est-ce que la CNIL nous protège assez fortement pour qu'on puisse se dire, voilà, j'ai des armes pour me battre contre justement cette collecte de données? Et au vu de l'évolution aussi qu'il y a, est-ce que plus tard on ne sera pas justement dans un monde un peu d'assisté, à savoir on va même plus réfléchir par nous-mêmes, ça le fera automatiquement via l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on deviendra pas un peu des robots aussi, ou tout simplement être gouverné aussi par des robots? Voilà, je vous remercie. Merci à eux pour leur sujet passionnant, que je pense que c'est un sujet qui s'intéresse assez beaucoup et ça parle, je pense, à beaucoup, comme tout le monde a des outils technologiques aujourd'hui. On va passer aux séries de questions, donc je vous en prie, levez la main et posez vos questions. J'avais une question concernant, je ne sais pas si vous m'entendez bien, ouais, concernant les enjeux économiques, savoir qu'est-ce que ça... Alors nous, on a cette vision en tant que consommateur, voilà, on aimerait que nos données soient protégées. Et à l'inverse, si on se met de l'autre côté, aux yeux de l'entreprise, qu'est-ce que, économiquement parlant, ça leur rapporte de pouvoir faire ça? Est-ce que ça a également un rôle à jouer, par exemple, sur aussi l'État, sur après ensuite les taxations au niveau des entreprises? Enfin, quel est vraiment l'aspect économique, en tout cas, pour les entreprises à travers ces datas? Oui, c'est une très bonne question. L'aspect économique, il est énorme. Aujourd'hui, une grosse entreprise, si elle veut vivre aussi, c'est aussi récolter justement toutes ces fameuses données. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, ça permet de faire une hyper personnalisation des offres en fonction de chaque client. Donc demain, tu rentres à Auchan, tu as accès à tout. Auchan, Carrefour, etc., tu as accès à tout. Justement, le fait d'avoir ces datas, ça va permettre aux boîtes de te proposer des offres en fonction de toi, ce que tu achètes, la fréquence à laquelle tu l'achètes, aussi l'heure à laquelle tu l'achètes. Et c'est plein de trucs comme ça. Donc, exemple, demain, tu es un fan de jeux vidéo, des vendeurs de jeux vidéo, ils savent que tu es un fan de tout ce qui va être jeux de guerre, etc. À chaque nouveau jeu de guerre, on va t'envoyer un mail pour te dire, attends, regarde, ce nouveau jeu là est sorti et en plus tu as une promo en plus par rapport à ça. Et donc du coup ça va aussi pousser à la consommation. Eux, ça les fait évoluer également parce que du coup ils vendent plus via d'autres moyens. Et du coup aussi une question qui se pose, c'est est-ce que ça favorise entre guillemets les grosses entreprises qui développent de plus en plus, donc comme Amazon, hein, qui, comme je l'ai dit au début, ils vendaient des produits, au final ils sont étendus vers un autre marché également en plus, il y en a encore d'autres. Et savoir aussi, est-ce que les plus petites entreprises, est-ce que justement elles ne sont pas un peu mises de côté aussi par rapport à ça, ou quel est leur part un peu de marché aussi par rapport à ça, comment elles peuvent évoluer aussi, évoluer
peut-être pas aussi rapidement que les grosses entreprises, mais comment elles peuvent elles aussi se mettre en place pour évoluer par rapport à ça? J'ai un petit truc à rajouter aussi, c'est que là, pour les entreprises, elles utilisent aussi souvent le Google Analytics. Et donc du coup, ça, que ce soit une petite entreprise, une grande entreprise, tout le monde l'utilise à sa manière, mais tout le monde l'utilise. Et donc du coup, ça va permettre de connaître le parcours client, sur quelle fiche produit il reste plus, combien de temps il reste sur les fiches, etc. Et donc du coup, point de vue économique, pour l'entreprise, elle, ça va l'aider à mettre en place des stratégies, etc. Et là, justement, en ce moment, en Europe, Google Analytics, ils sont en train de regarder pour l'interdire, pour justement tout ça, les données personnelles. Donc du coup, là, c'est vrai que point de vue économique, on peut se poser des questions aussi pour les entreprises. Elles vont devoir trouver des alternatives du coup à Google Analytics. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que si on coupe vraiment du fait que, par exemple, ils n'ont plus du tout du jour au lendemain accès à nos données, ils vont forcément devoir trouver derrière une autre alternative. Et qu'est-ce que ça pourrait être à ce moment-là, quoi, si jamais vraiment on supprimait tout cet aspect de récupération de données, data, etc. Qu'est-ce que ça sera derrière s'il faut quand même qu'ils cherchent encore à avoir de la croissance, qu'est-ce que ça pourrait être, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et aussi, ce qui est bien, c'est que forcément, ces informations-là, je parlais par exemple, des supermarchés, etc. Mais ces données, elles servent aussi à faire aussi avancer la médecine, par exemple. C'est aussi ça a quand même des très bons impacts également aussi, le fait de récupérer des données. On peut trouver de nouveaux traitements, beaucoup plus ciblés. Après, forcément, ça va aussi aider les grandes entreprises aussi à se développer. Mais voilà, il y a quand même il y a plusieurs aspects par rapport à ça qui sont à prendre en compte. Il y a aussi la question de se poser, est-ce que nous, demain, en tant qu'individu, est-ce qu'on aura plus envie de partager des données qui vont faire évoluer la science, qui vont faire évoluer notre monde dans lequel on est, et à contrario, laisser de côté toutes les entreprises, justement, qui vont récupérer nos données juste à des fins commerciales dans leur propre intérêt. C'est une question qu'il faudra se poser également. Ça enchaîne avec ma question qui était de dire finalement, c'est pas la collecte de données le problème, c'est les entreprises qui sont derrière et comment elles utilisent les données. Traquer quelqu'un via son GPS pour savoir sa fréquence où est-ce qu'il va à l'hôpital et vendre ces données-là après aux banques et aux assurances, ça me semble évident que là on est dans l'abus des données. Par contre, de traquer quelqu'un sur son GPS et qu'à un moment ça permet de voir, tiens, il n'a pas été à son rendez-vous pour aller choper son médicament, ça permet justement d'après de le rappeler, monsieur, vous avez oublié de prendre votre médicament. C'est finalement peut-être ça derrière la question que je pose, c'est aujourd'hui comment on mesure les entreprises derrière. Ça te fait réagir sur ton sujet de mémoire, mais comment on valide derrière les entreprises avec des valeurs saines, et est-ce que ça aujourd'hui c'est pris en compte dans la réglementation, et ce qui est quand même très subjectif en termes de cadre légal. Ouais, non, c'est sûr, mais c'est peut-être aussi aux entreprises à peut-être également se mettre en place par rapport à ça, à peut-être communiquer par rapport à qu'est-ce qu'elles vont faire de nos données, peut-être communiquer plus explicitement par rapport à ça, plutôt que juste à travers des rapides cookies à accepter, ou etc. Dès que tu arrives sur un site, peut-être mettre en avant des pubs, communication. Aujourd'hui, Instagram, les réseaux sociaux, tout ça se développe de plus en plus. Peut-être communiquer par rapport à ça et par rapport aux nouvelles générations qui arrivent et leur dire peut-être, justement, vos informations, elles vont nous permettre de faire ça et d'évoluer en tel sens. Et peut-être que nous, derrière, on sera peut-être plus sensibilisés par rapport à ça et ça va peut-être faire évoluer aussi notre façon de penser. C'est par rapport au fait que, par exemple, quand on fait une recherche Google, une heure après, on va avoir des suggestions par Google d'achat, de vente par rapport à notre recherche précédente. Est-ce qu'il y a un moyen possible de se protéger? Parce que là, on n'accepte aucun cookie, on n'accepte rien du tout, on fait rien refuser, mais on a quand même des pubs, etc. Est-ce qu'il y a un moyen de protéger de cette surveillance, En fait, moi, je vais te répondre un peu cash. En fait, si tu veux te protéger de ça, c'est en fait tout simplement de plus l'utiliser. Ouais. C'est un peu con à répondre, mais pour t'en séparer, c'est un parcours du combattant. Et ils sont très très forts pour ça. Et si vraiment tu veux t'en séparer et plus avoir ça, c'est ne plus du tout utiliser. Qu'importe ton téléphone, n'importe où, tout est relié l'un ou l'autre. Comme j'ai pu l'expliquer, globalement, si tu veux t'en séparer, c'est plus l'utiliser du tout ton téléphone, quoi. Juste pour rebondir, par exemple, si vous avez chez vous un Google Home ou Alexa, au final, ça vous écoute continuellement, mais eux, derrière, ils se cachent derrière ça en disant
oui, on vous écoute, mais c'est comme ça, on prend ce que vous dites pour améliorer, nous, derrière notre voix, améliorer le vocabulaire, la traduction, etc. Donc en fait, ils vont toujours trouver des moyens de se protéger, de justifier le pourquoi du comment. Voilà. En fait, si tu veux, tout à l'heure, comme Florian l'a expliqué, tu as certaines entreprises qui vont récupérer en fait tes données, où tu vas accepter, tu vas pouvoir ils vont pouvoir te les récupérer, elles vont être stockées, mais tu as aussi des entreprises justement qui revendent ces données, et c'est peut-être comme ça aussi des fois que tu peux avoir comment dire, ce que tu as demandé, hein, c'était quoi, hein, ouais, c'est pour ça que tu peux avoir aussi des recommandations ou des pubs sur des sites alors que tu n'étais pas forcément allé. Aussi rapidement, c'est-à-dire que ça se passe dans les 20-30 minutes, quand même, il n'y a pas une entreprise ne cherche pas aussi vite des données. J'ai pas entendu parce que. En fait, la vitesse justement, c'est avec ces algorithmes de deep learning où ça va tellement vite dans les processeurs et dans le traitement d'informations que vu que tout est relié, et ben ça va, mais c'est à des millièmes de secondes, comprendre que toi, t'es ici ou t'es pas là. Et ces algorithmes, c'est fou parce que même si vous n'êtes pas sur Facebook, par exemple, ils savent que vous êtes sur Facebook. Vous avez un profil fictif, vous voyez. Imaginons vous essayez de vous détacher, même vous dites, vas-y, j'utilise pas mon téléphone, je me coupe de tout. Et ben ils vont arriver à identifier que vous avez un profil, c'est-à-dire que je prends une photo avec Florian et Alexis, moi je suis pas sur les réseaux. Alexis il poste la photo, et ben il va savoir que moi je suis associé à ces deux personnes. Il suffit que je me connecte sur Facebook, je crée mon premier compte, et ben je vais avoir déjà en amont des suggestions d'amis de Florian et de Alexis, juste parce que bah, il me crée à une vitesse folle un lien ou un profil un fictif, on va dire. Il y a une question. Si l'on prend l'exemple d'un exemple concret, je ne sais pas si vous m'entendez bien, un utilisateur lambda qui aurait tendance à dire j'ai rien à cacher, j'accepte tout, et qu'il n'a pas forcément conscience des impacts qu'il peut avoir, est-ce que vous conseillerez plutôt de se protéger ou de continuer dans son schéma habituel? En soi, tout dépend de ta façon de penser aussi. Si toi, comme on t'a montré, ils sont encore là les facteurs. Si toi, tu t'estimes que justement tu as envie de partager ces données, c'est ton droit. En soi, c'est réglementé également. Voilà, on a le droit de partager ces données. Après, toi aussi, en tant qu'individu, tu peux te dire non, justement, non, j'ai pas envie qu'ils aient accès à ces données. Et donc, du coup, je refuse l'utilisation justement de ces plateformes ou quoi que ce soit. C'est personnel à chaque fois, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Une personne va vouloir, je sais pas, aller sur tel site internet. Peut-être qu'une des suggestions justement de nouvelles tendances au niveau de la mode, etc., ça l'embête pas. Par contre, avoir des données sur où elle est, sur je sais pas, sa situation ou ce qu'elle aime faire, etc., peut-être que justement elle a moins envie de partager ça. Donc tout dépend aussi de ce que toi tu vas accepter. Et aussi ce qui n'est pas à oublier également, c'est que tu vas accepter des conditions sur tel site ou telle plateforme, etc. Des fois derrière, avec des partenariats qui sont créés, ces informations-là, elles peuvent repartir justement chez d'autres concurrents, entre guillemets. Donc voilà, c'est là aussi il faut faire un peu attention par rapport à ça et vérifier toutes ces informations. Merci. Aussi pour, encore une fois, rebondir dessus, je suis un peu Miss Exemple. Par exemple, la pub Apple Watch, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais voilà, c'est une personne qui a une Apple Watch et en fait, elle fait un malaise et donc du coup, elle ne répond plus à la montre. Ça fait 1 heure qu'elle n'a pas utilisé la montre. La montre capte que les battements du cœur sont plus lents. Et ben, la montre appelle directement les pompiers. Donc pour des personnes, il y en a qui vont adorer ça parce que ça peut sauver leur vie, c'est sécurisant pour eux. Et d'autres, ils vont dire non, mais moi je me sens traqué tout le temps, Apple va avoir des données sur moi, etc. Donc là, c'est vraiment comment toi tu raisonnes, comment toi tu penses. Et il y en a qui vont adorer ça, d'autres pas du tout, mais chacun a son propre avis. Sinon, petite question du chat. Savez-vous combien de temps nos données personnelles peuvent-elles être conservées, par exemple, sur Facebook? Parce qu'elles ne vont pas les garder indéfiniment. En fait, il faut juste que tant qu'elles ont un but de traitement de tes données, en fait, elles peuvent les garder. Mais à partir du moment, en fait, c'est toi qu'il faut que tu demandes la suppression en fait de tes données.
Et avec le RGPD, comme on a parlé tout à l'heure, c'est passé de, ils avaient 2 mois avant pour supprimer tes données à la demande. Et maintenant, ça a diminué à 1 mois pour rapidement pouvoir supprimer les données dont tu n'as plus envie. Mais tant qu'elles ont un but derrière et que tu as accepté, elles peuvent continuer d'exploiter tes données. Sur du serveur français. Sur des résidents européens. Et après, toi, en tant qu'individu, tu as aussi la possibilité de récupérer tes fameuses données. C'est aussi pour ça que justement le RGPD ça a été mis en place, etc. Juste, Max, c'était par rapport à ce que tu avais dit sur le stockage des données. Tu dis genre Google, Amazon, c'est une bonne chose qu'ils les mettent dans les pays froids. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que c'est une bonne chose? Et par exemple, moi j'avais entendu que justement stocker ces données dans les pays froids, ça pouvait augmenter la fonte des glaces ou des choses comme ça. Je vais plutôt laisser Cyprien répondre. En gros, si tu veux, les grosses sociétés, elles ont remarqué justement que ça coûte. En fait, ils utilisent des gros climatisateurs justement pour refroidir ces serveurs informatiques. En fait, non, ça va pas forcément causer la fonte des glaces. C'est encore des hypothèses, mais ils utilisent en fait le froid naturel. Donc c'est pour ça en fait que Google, là, on ne voit plus sur l'image, mais on avait mis une image. En fait, Google, eux, ils se sont implantés en Finlande. Ils utilisent justement le froid naturel pour refroidir automatiquement en fait les serveurs informatiques. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, quand tu te rends dans un data center, où plein de serveurs sont hébergés, tu as la clim qui tourne en continu. Donc du coup, ça pollue un max. Ensuite, tu as toute l'énergie que tu veux utiliser justement pour faire tourner toutes tes machines. Donc au final, la consommation elle est énorme. Et entre guillemets, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ça dans des pays froids pour justement enlever un peu tout ce qui va être climatisation, etc. Et du coup, cette clim-là, elle est faite en sorte pour que justement tes serveurs ne brûlent pas et que voilà, tout ça explose. Justement, l'importance de garder toutes ces fameuses données. Alors moi je voulais juste rebondir par rapport à la question, pas celle-ci mais la précédente. Quand on veut démarcher une entreprise pour supprimer du coup nos données, est-ce que la démarche elle est longue ou est-ce que ça va être assez rapide? Est-ce qu'il faut faire, envoyer des mails, tout ça? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous êtes renseigné là-dessus ou... Alors il y a plusieurs façons. Donc soit vous pouvez faire une lettre à l'entreprise, à l'organisme pour lequel vous voulez récolter vos données, soit vous faites un mail. Après, ça dépend du temps de réponse aussi de l'organisme. Si au bout d'un certain temps, vous trouvez vous-même le temps, le temps long, ça fait un certain temps, là, vous pouvez saisir du coup la CNIL, qui sera un peu votre avocat et qui du coup appuiera votre demande et obligera l'organisme à vous répondre plus vite. Mais après, en délai de temps, ça va pas être en 2 semaines, mais après, il n'y a pas de... Ils imposent pas de délai, quoi. C'est eux, dès qu'ils voient le mail, dès qu'ils trouvent vos données, etc., ils vous envoient. Donc après, on n'a pas de limite de temps. Elle va te demander de justifier, etc. Pourquoi tu veux enlever ces données, etc. Donc c'est aussi un processus assez long, parce qu'ils vont pas les supprimer. Tu as des questions derrière qui posent et qui freinent les... Ils jouent un peu aussi des lois, les entreprises. Oui, c'est ça. Ils vont essayer de mettre des barrières pour... c'est pour ça qu'il y a le RGPD qui a été créé, des choses comme ça. En fait, c'est dès que les entreprises elles essayent de contourner la loi, ils créent des lois en plus, mais ils n'anticipent pas vraiment pour créer les lois en amont. En fait, ils attendent que les entreprises elles dérogent et là, ils remettent une loi derrière pour justement freiner ces écarts. Les voies de justification, elles sont... on a déjà, on va dire, une grille de voies de justification ou c'est nous par rapport à nous Je sais pas vraiment regarder comment justifier auprès de la CNIL pour supprimer tes données, mais je pense que ouais, tu dois avoir, je sais pas s'il y a un truc typique, mais je pense que tu dois prouver. Ok. Il y a 6 propositions et en fait, tu regardes de toute manière, ils t'aident. Sur le site de la CNIL, ils te disent comment faire, comment envoyer le mail, ce qu'il faut dire, quelle justification. Et ouais, tu as le choix entre 6. Okay. Merci beaucoup. Je vois beaucoup de Tech 2 là-bas, assez timide. Ça serait bien de se réveiller un petit peu. Est-ce que du coup, quand on refuse les cookies sur les sites, est-ce que ça enlève totalement toutes nos données ou ils en ont quand même un peu? Je sais pas si vous savez. En fait, le fait de, c'est comme on en a parlé, en fait, le fait de, tu peux pas savoir vraiment ce qu'ils récupèrent, mais normalement dans la loi, le fait de refuser les cookies, ça les autorise pas à récupérer tes données, mais derrière, pas forcément aller voir si vraiment c'était respecté, etc. Tu peux pas vraiment savoir, tu peux pas contrôler toutes les entreprises.
Mais dans les textes de loi, c'est non. Normalement, ils peuvent pas récupérer tes données si tu refuses les cookies. C'est pour ça qu'au début, ils mettaient accepter. Et après, tu avais plus et plein de trucs chiants à cocher pour que tu acceptes. Et c'est pour ça qu'après, les RGPD, ils ont dit qu'il fallait que ce soit aussi simple d'accepter que de refuser, justement, ce qui se cachait derrière le fait que ce soit compliqué pour refuser, que ça te force à accepter, en fait. Juste pour finir, dans les faits, c'est plus difficile que ça, parce que toutes les entreprises ne le font pas encore, mais dans le texte de loi, elles le disent, mais tu te trouveras sûrement sur des sites où c'est super difficile. Le chemin pour refuser, comme l'a dit Claire dans son exemple pour refuser des cookies, c'est souvent très difficile, c'est souvent un parcours du combattant. Moi, je voulais juste poser une question par rapport notamment à l'influence. Donc là, vous avez parlé principalement des facteurs. Ma question, ça va être plutôt qui est maître de cette influence? Est-ce que c'est directement les entreprises comme Amazon ou Google? Est-ce que c'est plus les États qui vont dominer et nous diriger notre influence sur la data? Est-ce que c'est peut-être carrément les intelligences artificielles qui sont derrière tout ça, qui peuvent potentiellement nous manipuler? Je vais te prendre un exemple simple. En Australie, ils ont voulu faire une loi qui allait un peu limiter justement l'utilisation des données des grands groupes comme Facebook, Google, etc. Et Mark Zuckerberg, il a dit clairement à l'Australie que si cette loi-là elle était votée, adoptée, bah, il limiterait l'utilisation de Insta, Facebook et tout en Australie. Et le gouvernement a décidé d'abroger la loi en fait et de continuer comme ça. Donc, je peux poser la question, est-ce qu'une entreprise peut être plus puissante qu'un État? Après, chacun est libre de D'accord, penser. mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il aurait... Enfin, j'imagine que lui, l'idée là-dedans, c'est de se dire qu'il n'a pas envie de perdre la data de l'Australie. Mais qu'est-ce que... Si on peut... Parce qu'il y a une démarche d'éthique quand même derrière. Et si un pays veut refuser de contribuer à toute cette influence de données numérisées, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question justement de savoir qu'on veut vraiment avoir une idée sur le monde entier et pouvoir potentiellement influencer le monde entier de par juste de la donnée numérique, quoi. Bah, c'est ça, déjà le RGPD c'est que régi en Europe, c'est pour toute l'Union européenne, mais tu vois que les plus gros consommateurs et ceux qui récupèrent le plus de données c'est aux États-Unis et en Chine, et eux leurs lois elles sont plus souples, et du coup bah, c'est ça qui est compliqué. Mais c'est sûr que si il y avait une gouvernance internationale sur les données, ce serait peut-être plus réglementé. Ok, merci. Et il y a aussi, quand tu parlais d'influence, il y a le système de surveillance qui fait aussi peut-être un peu vriller, et qui fait peut-être un peu peur au monde entier. Ce système de surveillance où les caméras, avec justement ces algorithmes de deep learning, arrivent à identifier le faciès des gens et arrivent à identifier toutes les personnes. Donc c'est là où tu peux te poser des questions. Est-ce qu'on a envie qu'on m'identifie dans la rue et qu'on me mette un score et que voilà, et je diminue selon mon bon vouloir et si je suis bon ou si je suis pas bon, quoi, pour la société. Du coup, j'avais une question. Quelles sont justement les limites de ces données au niveau de la protection, parce que ça peut être dangereux pour certains au niveau des... Je sais pas, par exemple, s'il y a s'il y a quelqu'un qui nous hack nos données, etc. Même, je sais pas si ça peut se retrouver sur le darknet, les trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des limites justement de protection qui sont mises en place pour ça? Au niveau des limites, bah en fait c'est assez flou parce qu'on n'a pas encore trop d'infos là-dessus. Mais moi je peux te prendre un exemple. Il y a eu récemment l'hôpital de Paris qui s'est fait hacker ses données, où il y a plein de données médicales qui se sont fait enlever. Et ben là on ne sait pas trop où est-ce qu'elles sont parties. Elles sont parties dans le néant. Et enfin il y a forcément des gens qui les ont récupérées, qui s'en sont servis. Mais où est-ce que ça va concrètement de parlant? Peut-être sur le darknet comme tu le dis, mais on ne sait pas vraiment. Enfin, du coup, les entreprises, elles ont forcément un système de sécurité qui est mis en place. Le but, voilà, c'est un exemple parfait. Mais voilà, principalement, les entreprises ont certaines normes à respecter, des certifications justement que tu peux aussi avoir pour maintenir justement la sécurité de l'information que tu vas avoir et pour que justement elle soit pas comme ton problème que tu posais, c'est qu'elle justement soit pas, que tout le monde n'ait pas accès à ces fameuses données. Après, il y a aussi un autre contrario, c'est des données aussi qui sont en open source, on appelle ça. Donc où là, bah, tu vas partager des données, mais c'est explicitement, voilà, c'est dit, et ça va servir en général à des buts, à des fins, entre guillemets, à des bonnes fins. Exemple, il y avait une entreprise en Amérique qui avait partagé des données de santé qu'elle avait pour
trouver un nouveau traitement ou pour faire avancer un peu les phases. Et en fait, du coup, elle l'a mis en open source. Et en fait, du coup, d'autres entreprises avaient accès à ces données. Et en fait, du coup, ça a permis de multiplier les cerveaux, les réflexions et du coup d'améliorer justement ces traitements. Donc au final, toi en tant que personne, tes données elles sont forcément sécurisées. Après, on n'est jamais à l'abri d'un hackage forcément, mais voilà, il y a de nombreuses normes qui sont mises en place. Et après, tes données elles peuvent aussi être partagées. Mais après, du coup, ça c'est de ton plein gré en ayant accepté auparavant. Aussi de base, les entreprises ne peuvent pas récolter tous les types de données. Et certaines entreprises, il y a des données dites sensibles, comme la religion, etc., où elles ne peuvent pas forcément prendre ces données-là. Donc c'est quand même assez restreint. Après, selon les textes de loi, après c'est pareil, est-ce que c'est respecté, est-ce que c'est... Ça a certaines limites. En gros, les entreprises, elles ont un devoir de mise en sécurité des données. Après, parfois, on va se surrespecter. Et là, le problème, c'est qu'on peut rien faire. On voit que la CNIL, ils essayent de limiter un peu ce problème, mais ils sont que 200, donc à chaque fois les grosses entreprises elles arrivent à passer en émail du filet. Ils sont très bien protégés juridiquement, donc en soi ils doivent protéger les données, toujours les mettre en sécurité, c'est leur devoir. Sauf qu'on voit que c'est pas toujours respecté. Moi, j'avais une question par rapport à Facebook qui est menacé un peu de partir ou pas de l'Europe, du coup qui contient aussi Instagram, etc. Si jamais c'est amené à partir de l'Europe, où est-ce qu'elles iront nous donner? Est-ce qu'elles seront toujours sauvegardées ou pas dans leur base de données? Qu'est-ce qu'ils en feront? Je sais pas si vous avez lu des trucs là-dessus. Moi j'ai pas vu, non. Je sais pas si... Non, tes données elles sont censées être gouvernées justement dans l'Union européenne. Exemple, demain tu peux pas stocker tes données à des serveurs à l'étranger, en dehors de l'Union européenne. Demain tu récupères des données, tu peux pas aller les mettre en Chine et les garder là-bas en sauvegarde. Le but voilà, c'est vraiment que tout ça reste dans l'Union européenne. Et si demain entre guillemets Facebook s'est amené à partir de l'Union européenne, enfin le groupe Meta plutôt, ça aura un impact aussi sur nos conditions, sur nos façons de faire également. Mais nos données elles seront pas divulguées. On peut pousser un peu la chose un peu plus loin. Si le Meta arrive à partir de l'Europe, et ça va ouvrir aussi on va pas se retrouver sans rien et sans quelque chose. Il y a forcément des concurrents qui vont émerger ou des choses qui vont apparaître. Donc peut-être que nos habitudes seraient complètement bouleversées du jour au lendemain si ça venait à disparaître. Dans tous les cas, les entreprises, elles n'ont pas forcément grand intérêt à partir de l'Union européenne, à moins que de nouvelles règles, de nouvelles lois soient mises en place. Aujourd'hui, c'est un énorme marché également. On l'a vu avec l'Amérique du Nord. Leur but aussi, c'est aussi de rapporter du business, d'accroître et justement de récupérer de plus en plus ces données. Et le but de partir justement des parties du monde comme ça, c'est pas forcément quelque chose qui sera forcément recommandé, à moins que forcément il y ait des évolutions dans les lois, etc. Oui, moi j'avais une question, c'était par rapport à ce qui s'était passé lors de l'élection de Donald Trump, donc avec le scandale Cambridge Analytica, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y a eu depuis, il y a eu des nouvelles législations afin de justement modérer pour éviter que ce genre de problème se reproduise? Du coup, Cambridge Analytica, c'était l'utilisation des données justement pour favoriser l'élection de Donald Trump. Oui, ça a été un peu pareil avec Barack Obama. En soi, il a récupéré pas mal de données par rapport à ça qui ont été utilisées. Mais donc déjà, ça c'est hors Union européenne. Là, c'est vraiment aux États-Unis, donc ça s'achète et c'est différent. Mais là, il y a une application qui est sortie, donc là, on est vraiment en plein dedans. C'est Élysée 2022. Et en fait, ils vont te poser des questions par rapport à ce que toi tu penses. Et du coup, ils vont te dire à la fin, mais tu crois en fait savoir au final pour qui voter. Donc ils vont te dire, il faut voter telle personne ou telle personne. Mais en fait, derrière tout ça, donc ces données, elles sont récupérées. Et en fait, du coup, après, ils vont adapter leur discours aussi politique par rapport à ça. S'ils voient qu'il y a une grosse cible à se faire au niveau des 18-25 ans, par exemple, et que voilà, tout le monde est amené à faire ça, et qu'ils voient que l'analyse est faite que les 18-25 ans vont voter pour lui, ou alors ils peuvent avoir les votes de lui, la personne va tout mettre en œuvre pour adapter son discours à ça. Et c'est aussi ça un peu la limite des données, c'est que au départ, nous en tant que consommateurs, on pense que voilà, il n'y a rien de grave derrière, c'est juste pour au final nous aussi avoir un peu une opinion et qu'au final c'est bénéfique pour nous. Mais au final, nous on est des produits un peu gratuits, enfin même gratuits. Au final, derrière les entreprises, est-ce que du coup elles vont traiter ces données pour mieux adapter leur discours, mieux adapter leur offre, etc. Merci beaucoup pour vos réponses. En tout cas, merci.